Bonsoir à tous. Et donc, nous voilà pour le webinaire Cancer et VIH donc, numéro 2, donc, sur la vaccination et réduction des risques de cancer et avec un focus donc, HPV qui avait été évoqué déjà lors de la dernière fois, mais qui n'avait pas été approfondi. Donc, je me présente, je suis Anne Simon, j'ai été médecin donc, à la Pitié-Salpêtrière impliquée dans le VIH. Je suis maintenant à la retraite et je suis vice-présidente d'Action Traitement. Thaïs. Donc moi je suis Thaïs Fouquet et je suis ravie d'être là. Moi je suis patiente intervenante et concernée par le VIH depuis plus de 30 ans et possiblement aussi longtemps aussi concernée par le HPV. En fait je ne sais pas trop depuis quand j'ai le HPV. Voilà, et donc je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc, nous aurons donc d'abord la présentation des résultats de l'étude de Vaxigay autour donc de la vaccination chez les HSH. Ensuite, donc par Pierre Verger. Ensuite, Christine Catlama nous présentera un topo sur la vaccination, les stratégies combinées, le cancer et VIH et cette association un peu spécifique. Ensuite, nous aurons donc le rôle du médecin généraliste que le docteur Thibaut Aurière nous présentera. Et puis un témoignage à la fin avec Pascal Bastiani, qui est donc notre témoin du jour. Voilà. Donc, nous allons donner la parole. On va commencer avec le docteur Pierre Verger, qui est médecin épidémiologiste et directeur de l'Observatoire régional de la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est chercheur à l'unité des virus émergents et il va nous présenter les résultats de l'étude de Vaxigay dont il a été l'instigateur principal et nous parler plus largement de la couverture vaccinale. Merci beaucoup de me passer la parole. Merci infiniment aussi de me donner l'opportunité de vous présenter les résultats de cette enquête, de cette étude Vaxigay, dont je pense que, j'espère qu'elle vous apportera des informations utiles et intéressantes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste ajouter que cette enquête, elle a été réalisée en collaboration avec un certain nombre d'institutions, et notamment Santé publique France, le laboratoire CESTIM de l'INSERM, et puis plusieurs associations, dont vous voyez les noms là en bas dans les logos de la diapositive, et avec le soutien financier de l'Agence nationale de recherche sur le sida, et actuellement aussi maladies infectieuses émergentes. Voilà. Donc, dans cette présentation, je vais faire un petit rappel du contexte, des recommandations vaccinales chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les HSH. Donc, je les appellerai des HSH. Personnellement, je ne trouve pas ça très, très beau comme terme, mais bon, c'est le terme usité. Je passerai ensuite à un certain nombre de petites mises, enfin explications sur la question de l'hésitation vaccinale, parce qu'il sera, comme vous le voyez dans le titre, question d'hésitation vaccinale aussi. Donc je vous préciserai ce que cela signifie, ce qu'on entend par là, comment ça se définit, quels en sont les principaux facteurs aussi. Je vous présenterai ensuite l'étude en elle-même, des résultats concernant des taux de vaccination documentés via des questionnaires dans notre étude, les résultats aussi sur la fréquence de l'hésitation vaccinale, les éléments qui favorisent l'hésitation vaccinale, et je prends un petit focus à la fin, sur le temps, sur les HSH qui sont utilisateurs de la PrEP, parce que nous en avons un sous-groupe dans cette étude, pour voir un petit peu tout particulièrement les résultats dont nous disposons plus spécifiquement sur le HPV, qui est quand même plus au cœur des préoccupations de votre webinaire. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je ne vais pas uniquement parler du HPV, mais ça permettra de voir un petit peu, de comparer quelles peuvent être les attitudes et les comportements vis-à-vis d'autres vaccins également recommandés chez les HSH. Donc, je passe sur le contexte. Donc, je vais être assez rapide, vous m'en excuserez, mais c'est juste pour rappeler qu'il y a plusieurs vaccins qui sont recommandés dans le groupe dans la communauté des HSH.
et notamment ceux contre les virus de l'hépatite B, de l'hépatite A, et puis les papillomavirus humains. Donc, je les écrirai HPV, VHB et VHA pour simplifier les choses. C'est donc recommandé pour les HSH dans de nombreux pays occidentaux et en France. Concernant le HPV, vous savez tous probablement que la recommandation est assez récente. Elle date de 2017 et elle concerne les HSH de moins de 26 ans, en tout cas pour le moment. Alors, quand on parle de vaccination, on aime bien regarder ce que les autorités nous disent en matière d'objectifs de couverture vaccinale en France. Et évidemment, on voudrait savoir quels sont les objectifs qui concernent plus spécifiquement pour ces trois vaccins-là, les HSH. Donc, la situation est un peu floue, mais enfin, on arrive quand même à avoir des éléments au travers de la loi de santé publique de 2004 qui nous dit que pour la plupart des vaccins, et notamment les vaccins contre l'hépatite B et l'hépatite A, l'objectif de couverture est 95%. Donc on peut imaginer que ça s'applique aussi au HSH. Et concernant le HPV, les éléments dont on dispose ont été publiés il y a quelques années dans le plan cancer. Et l'objectif est de viser à terme une couverture vaccinale de 80% à l'horizon 2030. Alors, le constat qu'on peut faire actuellement à partir de ce qui est publié dans des rapports, dans des articles internationaux en France et ailleurs, on constate, en tout cas en France, que les objectifs ne sont pas atteints. Alors, c'est pas atteint pas très très loin pour le VHB et le VHA, mais c'est surtout des taux de vaccination qui étaient, il y a quelques années encore, très très faibles concernant le HPV chez les HSH. Et ce pour de multiples raisons euh, qui sont évoquées dans le bas de cette diapositive, pas de façon exhaustive, mais effectivement la non-connaissance des recommandations, le manque de suivi médical et de recommandations de la part d'un médecin. Pour un certain nombre de HSH aussi, des difficultés d'accès à la vaccination, et puis cette fameuse hésitation vaccinale sur laquelle je vais embrayer dans la prochaine diapositive que voici. J'espère que vous la voyez bien, pour essayer de réexpliquer un petit peu ce que c'est que l'hésitation vaccinale. Tout d'abord, l'hésitation vaccinale, c'est une notion, c'est pas vraiment un concept, c'est une notion assez empirique qui a l'intérêt de refléter le processus de décision dans lequel on se trouve quand on se voit proposer de se vacciner et que éventuellement on se dit bah, j'ai besoin de réfléchir. Alors l'hésitation vaccinale, initialement, elle avait été définie dans un article publié en 2015 dans la revue Vaccine de la façon suivante. L'hésitation vaccinale désigne les retards de vaccination ou les refus de certains vaccins malgré l'existence de services de vaccination. On pourrait aussi rajouter, l'hésitation, ça correspond aussi au fait de s'être vacciné tout en ayant des doutes sur l'intérêt de se vacciner. Alors on peut résumer ça par un espèce de petit crowbar, en quelque sorte, qui montre que l'hésitation vaccinale, elle se trouve un petit peu entre deux extrêmes. Le premier extrême correspond à des gens qui acceptent les vaccins de façon inconditionnelle, tous les vaccins. L'autre extrême à l'opposé, dans le rond rouge, les gens, ou les HSH d'ailleurs, les gens en général, radicales toute vaccination, ils sont très, 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 très peu nombreux dans la population, c'est à peine quelques pourcents. Et au milieu, on a donc tout un tas de situations qui correspondent au refus ou à l'acceptation avec des doutes de certains vaccins, mais pas de tous les vaccins. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de continuum, et moi j'utiliserais plutôt le terme de gradient pour dire que l'hésitation, elle peut être forte, elle peut être moyenne, elle peut être faible, mais elle existe à divers degrés et à différents niveaux d'intensité. Par ailleurs, on peut aborder l'hésitation vaccinale de deux points de vue. L'hésitation globale, c'est-à-dire par rapport à la vaccination de façon très générale, et là il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont d'ailleurs diligentées par Santé publique France où on parle de la vaccination en général, le fait d'être favorable ou pas à cette vaccination, mais on peut aussi regarder l'hésitation vaccinale spécifiquement à des vaccins.
Et c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire dans la suite de cette présentation. Mais avant ça, je voulais quand même dire quels sont les trois piliers qui sont au cœur de l'hésitation vaccinale, classiquement, et dans les premières publications internationales. Ça correspond, l'hésitation vaccinale, en fait, à trois choses. On n'est pas obligé de les avoir toutes les trois pour parler d'hésitation vaccinale d'ailleurs. L'une suffit, l'une d'entre elles. Ça correspond d'abord à un désintérêt pour la maladie et pour la vaccination. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, c'est le fait de considérer qu'une maladie à prévention vaccinale, c'est pas grave, c'est pas sérieux, ça fait pas courir de risque, et en même temps que du coup, on ne se sent pas vulnérable par rapport à cette maladie, ni inquiet. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler le désintérêt. L'autre aspect, c'est le manque de confiance là j'ai mis confiance, mais enfin, on parle d'hésitation, donc c'est plutôt le manque de confiance et ou dans la sûreté d'un vaccin. Donc ça, c'est quelque chose dont on sait que c'est particulièrement fréquent en France. On était relativement en pointe sur ce type de sentiment et d'attitude depuis un certain nombre d'années en France vis-à-vis des vaccins. Et le troisième pilier ben, correspond à ce qu'on appelle des contraintes perçues de la vaccination. Alors ça peut être des contraintes physiques, c'est-à-dire hein, la difficulté d'un parcours de vaccination pour aller, par exemple, dans un centre, dans un endroit pour se vacciner. Ça peut être des contraintes de coût, et le coût, ça peut être un coût financier, mais ça peut être un coût psychologique aussi de se vacciner. Enfin, bon, on met derrière ça différentes choses. Alors moi, pardon, je suis allé trop vite. Ce à quoi je vais m'intéresser dans la suite, c'est les deux premiers, c'est-à-dire le désintérêt et la confiance, ou plutôt la défiance dans l'efficacité et la sécurité des vaccins. Alors, je vous passe, ne soyez pas affolés, cette diapositive que je ne vais pas laisser très longtemps. C'est juste pour souligner le fait que les facteurs qui peuvent entraîner de l'hésitation vaccinale font l'objet d'un certain nombre de modèles. Ça, on pourrait dire que c'est un schéma d'un modèle et qui montre que c'est quand même tout ça assez complexe. Mais on peut quand même tirer des éléments assez simples à dire et très importants néanmoins pour comprendre ce que c'est que l'hésitation vaccinale. D'abord, l'hésitation vaccinale, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais ça dépend beaucoup du contexte dans lequel on se trouve. Ce contexte, ça peut être le pays, la région, ça peut être le moment, et ça peut dépendre de conditions historiques, politiques et socioculturelles. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'un élément absolument central dans la question de l'hésitation vaccinale, c'est la confiance. Alors, vous voyez, la confiance, elle apparaît à différents endroits. Ici, là aussi, là aussi, là aussi. C'est absolument central dans le processus d'hésitation. Et on voit que la confiance, elle peut porter notamment sur, on va dire, pour être plus général, le système de vaccination et les politiques de vaccination d'une part, mais d'autre part aussi sur des acteurs qui pratiquent la vaccination. Et on pense tout particulièrement aux professionnels de santé, aux recommandations qu'ils peuvent faire, et d'autre part au fait qu'ils la pratiquent, et que c'est à eux qu'on va avoir affaire en premier lieu lorsqu'il va s'agir de se vacciner. Alors j'en viens maintenant à l'étude Vaxigay. Cette étude, elle a été conduite en 2002, sous financement donc, de l'ANRS-MIE et avec l'objectif d'étudier la fréquence de l'hésitation vaccinale et ses gradients. Ça renvoie à ce que je vous disais il y a un instant, les gradients d'hésitation vaccinale, pour les trois vaccins contre l'hépatite A, contre l'hépatite B, contre le papillomavirus et chez les HSH, bien évidemment. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ça? Ben parce qu'en fait, c'est un sujet qui est encore relativement peu documenté, alors qu'il ne l'était d'ailleurs pas du tout en France et qui est quand même globalement peu documenté, même au niveau international. Donc c'était un des premiers motifs de la réalisation de cette enquête. Il s'agissait bien évidemment aussi d'essayer de comprendre quels sont les facteurs qui sont susceptibles de favoriser l'hésitation vaccinale, et puis d'avoir des éléments aussi qui nous permettent de quantifier quels sont les taux de vaccination. Alors là, vous voyez en dessous, on est sur une enquête par questionnaire, donc ce sont des taux déclarés par les participants à l'enquête de vaccination pour les trois vaccins qui nous intéressent.
comment est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça par questionnaire, une enquête par questionnaire, un questionnaire qui a été construit par des experts, mais aussi en discutant, en ayant des interviews, comme on dit, qualitatifs avec des HSH pour leur demander ce qu'ils pensent de la vaccination, quelles sont leurs réactions par rapport à la vaccination, et puis aussi à partir de ce qui a déjà été publié dans la littérature scientifique. Donc ce questionnaire, il a été passé en ligne auprès d'HSH de 18 ans ou plus, et il a été diffusé via les associations dont vous avez vu les logos sur la diapositive de titre. Il a été diffusé aussi auprès de sites de rencontres, et puis aussi via le réseau social Grindr. Voilà, donc in fine, au bout de pratiquement 6 mois d'enquête, on a pu avoir 3730 participants qui ont rempli complètement le questionnaire, qui, il faut dire, était un petit peu long, il faisait 20 minutes. Par ailleurs, en plus de cette enquête par questionnaire, on a aussi réalisé, parmi les gens qui ont bien voulu compléter le questionnaire, dit un questionnaire quantitatif en l'occurrence, parce qu'on fait des statistiques à partir de ce questionnaire, une enquête qualitative a été réalisée parmi 29, auprès de 29 HSH volontaires qui avaient complété le questionnaire en ligne et qui étaient volontaires pour être recontactés, pour participer à un entretien. Alors, ben, je rentre maintenant enfin dans le vif du sujet pour vous donner déjà quelques résultats sur les taux de vaccination déclarés chez les HSH. Et je vais commencer par ben, notre enquête et puis je vous donnerai ensuite quelques éléments en dessous, un peu de comparaison dans une enquête qui a été faite quelques années plus tôt au niveau international et les résultats que je présenterai, cette enquête, elle s'appelle EMIS, concerne l'échantillon français qui a participé à cette enquête internationale. Donc, dans la nôtre, Vaxigué, si on regarde la première ligne de résultats, tous HSH, tous les HSH, 3730, vous voyez que les taux de vaccination déclarés pour le virus de l'hépatite B, c'est 3/4 des HSH qui disent s'être vaccinés. C'est la moitié pour le virus de l'hépatite A. Et c'est un petit peu moins de la moitié pour les virus, pour les papillomavirus. Attention, encore 5 minutes. Eh ben, il va falloir que je fouette. Donc, pour eux, on a regardé, évidemment, chez ceux qui sont éligibles ou qui étaient éligibles avant à la vaccination, les moins de 32 ans. Si on regarde sur le sous-groupe des gens qui vivent avec le VIH, ben, vous voyez qu'on a des taux de vaccination à peu près similaires, déclarés. Et que si on regarde par contre chez ceux qui n'ont pas le VIH mais qui sont sous PrEP, eh bien le résultat qui est intéressant, c'est qu'on a des taux de vaccination qui sont nettement plus importants. Et puis si on compare pour les deux vaccins pour lesquels on a l'information, les taux de vaccination avec l'enquête EMIS, ben, on a finalement des résultats qui sont globalement assez voisins de ceux qu'on a trouvés en 2002, un peu meilleurs peut-être en 2002 que dans l'enquête EMIS. Alors, pour ce qui concerne l'hésitation vaccinale elle-même, voilà les chiffres dont nous disposons. Alors, on les a, ces chiffres, établis à partir de questions posées sur les perceptions des maladies liées aux 3 maladies qui nous importent, et les perceptions relatives au vaccin. Et si on commence par la ligne du bas du tableau, vous voyez que on a la proportion de ceux qui n'ont pas du tout d'hésitation. Et cette proportion, elle est de 40% pour le VHB, qui sont sans hésitation, et elle diminue avec le HPV. Donc ça veut dire que globalement, pour le HPV, il y a beaucoup plus de gens qui ont une hésitation vaccinale que pour le VHB. Après ça, si on regarde ce qui se passe dans les lignes du milieu, on s'est intéressé à ceux qui, d'un côté, manifestaient un désintérêt pour la maladie, mais uniquement un désintérêt pour la maladie. Et vous voyez que là, j'ai perdu mon curseur, le revoici. On a des taux qui sont quand même assez importants, qui culminent à 40% pour le VHA. Et si l'on regarde ensuite ceux qui déclarent manquer de confiance dans la vaccination, mais pas du tout de désintérêt, eh bien, ceux-là, on a encore là des taux qui sont relativement importants et qui culminent à 35% pour les virus pour le papillomavirus. L'un dans l'autre, on voit que l'on a, en matière d'hésitation modérée, près de 66% des participants à l'enquête qui manifestaient une hésitation vaccinale contre le HPV et la moitié pour le VHB, ce qui est quand même très élevé. Et puis si on regarde cette fois
les niveaux d'hésitation très élevés, et ben là, on a des taux de pourcentage qui sont beaucoup plus faibles, de l'ordre de 5%, un peu plus pour le VHA. Donc, vous voyez, ce tableau montre qu'en fait, on a un phénomène qui est très répandu et majoritairement, qui n'est pas un phénomène intense, mais plutôt modéré. Alors, quand on a dit ça, ben oui, mais est-ce que cette hésitation vaccinale, elle a un impact sur les taux de vaccination, ou on peut dire aussi sur les taux d'acceptation des vaccins? Ben, ce schéma essaye de le représenter. Si on se met par exemple sur la première colonne en rose pâle qui concerne le VHB, vous voyez le chiffre de moins 17%. Ça veut dire que les gens qui expriment une hésitation vaccinale modérée vis-à-vis des vaccins contre le VHB ont une probabilité de moins 17%, ou si vous voulez, une propension de moins 17% de se vacciner contre le VHB. À l'inverse, si on va regarder de l'autre côté, vers le HPV, vous voyez que ceux qui ont une hésitation vaccinale élevée ont une propension de plus de la moitié, pardon, moins 55% de ne pas se vacciner. Donc ça veut dire quoi, le message là? Ça veut dire que l'hésitation vaccinale est prédictive de comportements de non-vaccination. Donc ça, c'est quelque chose de connu, mais on peut l'illustrer de façon très claire ici, et que c'est d'autant plus prononcé que l'on s'intéresse au HPV. On peut aussi essayer de regarder dans quelle mesure l'hésitation vaccinale se distribue selon les caractéristiques sociodémographiques des gens. Et alors, ce qu'on voit par exemple dans ce tableau, c'est que plus les personnes, les HSH en l'occurrence, sont âgées, plus elles ont tendance à être hésitantes. Et à l'inverse, plus les HSH ont un niveau d'éducation élevé, moins elles ont tendance à manifester de l'hésitation, et ça, quel que soit le degré d'hésitation vaccinale. Et c'est également vrai pour les gens qui manifestent ou qui rapportent une aisance financière. Plus ils ont des revenus élevés, moins ils hésitent à se vacciner. Donc ça, c'est une chose, c'est des caractéristiques sociodémographiques, mais vous me direz, on s'intéresse à des HSH et on voudrait bien savoir ce qu'il en est finalement de leur activité sexuelle, de leur comportement de prévention et de leur expérience avec le système de soins. Et donc ça, on a regardé et fait des analyses qui nous permettent de répondre à ces questions. Et notamment nos analyses, elles nous ont permis de construire une typologie des HSH en fonction précisément de l'activité sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Il y avait par exemple le nombre de partenaires. Le comportement de prévention ou les comportements de prévention, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Les dépistages d'IST, mais aussi l'utilisation de la PrEP. Les expériences avec le système de soins, ben, qu'est-ce qu'il y avait derrière comme question? Il y avait, est-ce que vous avez déjà ressenti une expérience de discrimination avec un professionnel de santé? Donc en fait, cette typologie nous a permis de distinguer trois groupes. Un groupe avec une activité sexuelle intense comprenait par là le fait d'avoir de multiples partenaires, de nombreux partenaires, et une forte adhésion à la prévention. Un groupe avec une faible activité sexuelle et une faible adhésion à la prévention. Alors, faible activité sexuelle, c'est plutôt un partenaire stable. Un groupe intermédiaire, et en fait, on voit que c'est le groupe qui a le moins d'activité sexuelle, enfin, en tout cas, un partenaire stable et qui a une faible adhésion à la prévention, qui présente le plus souvent une hésitation vaccinale. De même, ceux qui présentent le plus souvent une hésitation vaccinale, ce sont ceux dont l'orientation sexuelle n'a pas été révélée ou n'est pas connue du médecin. Bon, donc je vais passer aux diapositives à la fin. Je vais faire une synthèse de mes résultats et ce sera ma dernière minute. Globalement, ce qu'on a donc montré dans cette enquête, dans tout ce travail, c'est qu'il y a donc une très large majorité des HSH. Ça y est, ça y est. C'est revenu? Oui, oui. Qu'il y a une très large majorité des HSH, 90%, je ne vous ai pas donné ce chiffre tout à l'heure, mais quand on combine l'hésitation vaccinale des trois vaccins, c'est ce qu'on obtient, qui sont hésitants vis-à-vis des vaccins contre le VHB, le VHA et ou les HPV, que l'hésitation vaccinale est très fortement prédictive de comportements de moindre vaccination, qu'elle touche moins les catégories sociales les plus aisées et les plus jeunes, qu'elle est plus fréquente chez les HSH qui ont des partenaires fixes
et qui adhèrent peu à l'offre d'outils de prévention, et donc qui se tiennent un petit peu à l'écart, si vous voulez, du système de soins. Et donc, pour finir, je dirais que cette enquête révèle en particulier que l'on a donc un certain nombre d'opportunités manquées de vaccination encore aujourd'hui, avec une méconnaissance de la part des HSH du HPV, pas tous, mais une bonne partie, une absence de comportement de recommandation de la part d'un certain nombre de professionnels de santé et de médecins vis-à-vis de leurs patients, d'autant plus fréquemment qu'ils ne connaissent pas leur orientation sexuelle ou leur activité sexuelle. Et aussi, et ça a été soulevé dans des entretiens qualitatifs que je n'ai pas pu vous présenter, mais un manque de confiance aussi de la part de certains HSH, je ne généralise pas, hein, bien entendu, de certains HSH dans leurs professionnels de santé qui, d'une certaine manière, ne facilitent pas le fait d'aborder le sujet de la sexualité. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Ce topo très intéressant. On aurait envie d'aller encore plus loin. Effectivement, j'imagine qu'il est publié, qu'on pourra le retrouver dans les publications à votre nom. Et en tout cas, on le retrouvera dans notre webinaire sur YouTube incessamment sous peu. Alors, au niveau on a le temps pour une question, je crois qu'on n'aura pas le temps pour d'autres, mais là, il y a une question qui est sur le bon taux finalement d'acceptation des vaccinations des personnes sous PrEP. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils ont un suivi médical, qu'ils sont plus en confiance avec le suivi médical, prendre soin d'eux, ou un rapport aux molécules qui sont meilleures que les autres, ou voilà, quelles sont vos explications par rapport à ça? Ben, ce sont d'abord des personnes, comment dire, en fait, les entretiens qualitatifs nous ont apporté des éléments qui permettent de comprendre ce résultat. En fait, pour des personnes qui sont mises sous PrEP ou qui utilisent la PrEP, lors de l'initialisation de la PrEP, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés de façon assez approfondie, et notamment celui de la vaccination. Donc, d'une part, ils reçoivent à cette occasion, soit au moment de l'initiation, soit aussi pendant le suivi de l'information, et une information de qualité au sens où elle est adaptée aux besoins des HSH, mais ils ont aussi l'opportunité de se faire vacciner à ces moments-là. Donc, oui, de mise de pierre étrier vis-à-vis de la vaccination. Un autre élément qui doit jouer aussi, c'est que pour un certain nombre de HSH, mais je ne dirais pas qu'on peut généraliser toujours, mais effectivement, il y a une qualité relationnelle entre le médecin qui les suit et qui leur a proposé la PrEP, qui fait qu'ils sont en confiance et qu'ils peuvent donc parler de leur orientation sexuelle, ou en tout cas de leur activité sexuelle, en toute sécurité, sans craindre d'être stigmatisés. La question de la stigmatisation et du sentiment de stigmatisation, de perception de stigmatisation, était quand même déclaré par plus de 60% des HSH qui participaient à cette enquête. Hein. Tout à fait. C'est pas quelque chose qu'on a retrouvé comme étant associé avec l'hésitation vaccinale, mais parce que en fait, on a fait quand même des analyses qui prenaient plein de facteurs différents en ligne de compte, mais quelque part, ça joue. Hein. Et ça joue notamment dans la propension des HSH à se trouver en confiance pour parler de leur activité sexuelle. Dans l'autre sens, les professionnels de santé qui ont l'habitude de prescrire la PrEP ont probablement plus l'habitude aussi de s'intéresser, ce qui reste encore finalement assez tabou chez une majorité de professionnels de santé, à l'activité sexuelle de leurs patients. Et donc ils osent, ou ils ont trouvé les moyens, ou ils ont été formés pour le faire, parce que ce n'est pas un truc facile à faire du tout, hein. Ils osent explorer cette question-là et donc approfondir un peu le sujet avec les gens. Ils savent le faire avec tact, ils ont les postures, les savoir-faire pour le faire, et ils le font sans jugement. Donc ça facilite la confiance, ça facilite les échanges, ça facilite l'écoute, et donc du coup ça met le professionnel dans une situation d'être plus en capacité de connaître les besoins spécifiques et personnalisés de chacun des personnes en question.